Bonjour à tous, merci pour l'invitation, merci à vous d'être présents. Nous allons aujourd'hui parler avec Wendy Brown et Florent Guénard de démocratie, à la fois dans l'état qui est le sien et dans celui qu'on pourrait espérer lui voir revêtir d'ici un temps plus ou moins rapproché. Pour essayer d'engager la discussion, j'ai lu les contributions de nos invités et je me suis demandé en les lisant si la démocratie ne pouvait pas être considérée au fond comme une sorte de... Enfin, pas tant comme un régime politique finalement, mais peut-être avant tout comme un régime social de réflexion et de réinvention permanente, de réinvention intellectuelle, de réinvention institutionnelle qui porterait sur les conditions d'exercice d'une autorité dont la légitimité elle-même se déterminerait à la fois en amont et en aval de la décision et de l'action collective, gouvernementale ou non. Cette définition minimale me semble pouvoir constituer une piste pour nous orienter dans une discussion grande ouverte, je l'espère, et j'en suis sûr, sur le devenir politique des sociétés humaines et sur le devenir des sociétés humaines, si tant est qu'elles puissent être autres que politiques. Il y a là, en tous les cas, il me semble, c'est-à-dire dans l'idée même que la démocratie relèverait d'abord d'un faire et d'un refaire, comme nous invite à le penser le titre de cette séance, d'une praxis, autrement dit, une formidable ouverture, je crois, qui est peut-être seule à la mesure des défis que nous avons à relever. Car je crois que très important de souligner, mais sans doute en êtes-vous également convaincus, qu'il y a énormément de défis très importants et qui nous invitent à mesurer finalement que très souvent nous parlons de la démocratie par les problèmes qu'elle semble susciter, c'est-à-dire elle est insuffisante à beaucoup d'égards. On peut parler de représentation insuffisante, de non prise en compte des individus, des minorités, absence de renouvellement de la classe politique. On peut aussi souligner la difficulté qu'il y a à prendre des décisions en démocratie, à leur donner une certaine efficacité. On peut poser plein de problèmes, et c'est souvent sous les auspices du problème, finalement, qu'on parle de démocratie. Et je crois que c'est très important de continuer ce travail de réflexion qui est entrepris depuis l'histoire même depuis la naissance même de la démocratie, pour essayer de faire en sorte que la démocratie ne soit pas plus tant un problème, et d'abord un problème, mais plutôt une solution. Car je crois que nous sommes au-devant de difficultés extrêmement importantes qui se présentent, qui sont peut-être sans commune mesure avec les difficultés que la démocratie a pu avoir à affronter jusqu'à présent, et qu'il faudra sans doute avoir une démocratie extrêmement vitale, extrêmement solide, extrêmement légitime, si elle veut pouvoir affronter les crises qui s'annoncent, que ce soit celles dans lesquelles on est déjà engagé d'ailleurs, les crises sociales extrêmement importantes, avec des taux de pauvreté très grands, avec des flux de population en recherche de bien-être extrêmement importants, avec des inégalités croissantes depuis les années 80, 90, 2000. On a des problèmes de légitimité. On sait qu'aussi, par exemple, pour parler de l'Union européenne, qu'il y a des difficultés, non seulement au niveau de l'Union européenne pour avoir des procédures véritablement démocratiques, mais on sait que des pays membres de l'Union européenne rencontrent des difficultés extrêmement importantes et apportent des réponses qui sont loin d'être considérées démocratiques. Je pense à ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie ou en Roumanie. Et donc, pour essayer d'imaginer, puis je dis rien des crises environnementales, économiques énormes qui s'approfondissent d'une certaine manière. Donc, pour faire face à ces difficultés, il me semble que nous avons besoin d'autre chose qu'une démocratie qui fonctionne ou qui vivote, plus ou moins. Je crois qu'il est extrêmement important, et c'est vraiment la lecture des deux textes de nos intervenants qui m'a donné à le penser, qu'il nous faut une démocratie qui soit faite pour les gros temps, d'une certaine manière. Gros temps, non pas au sens où elle serait particulièrement armée, mais tout simplement au temps où elle serait particulièrement légitime, pour que précisément il n'y ait pas une sorte de désimplication politique qui aurait des effets tout à fait désastreux pour nos sociétés. Les travaux de nos invités contribuent très activement à cette réflexion nécessaire, je crois. C'est pourquoi je suis tout particulièrement heureux d'avoir été invité à animer cette discussion entre eux. Alors je les présente très rapidement. Wendy Brown est professeure de sciences politiques à l'Université de Californie. Ces travaux que l'on peut rattacher à la tradition de la théorie critique, qu'elle contribue également très activement à renouveler,
porte tout particulièrement sur des questions relatives au pouvoir politique, aux identités, aux questions de genre et aux questions de citoyenneté en rapport avec la question de la subjectivité. Son dernier ouvrage, Is Critique Secular? C'est un ouvrage collectif et vient de paraître en 2011, si ma mémoire est bonne. Et en français, nous pouvons lire son ouvrage Mur, qui porte sur le déclin de la souveraineté étatique aux prairies ordinaires, publié en 2009. Donc résolument ancrée à gauche, sa réflexion a en outre le mérite de nous donner aussi des indications très fortes pour résister à ce qu'elle a appelé left melancholy. Florent Guénard est également spécialiste de philosophie politique et ses travaux ont d'abord porté sur la pensée de Jean-Jacques Rousseau, auquel il a consacré une forte thèse, Rousseau et le travail de la convenance, qui a été publié en 2004. Il est maître de conférences à l'Université de Nantes et co-rédacteur en chef de la revue en ligne, très connue, très utile, de la vie des idées. Il travaille aujourd'hui sur la question de l'égalité et de la démocratie. Alors, dans cette perspective, il a notamment dirigé un ouvrage très intéressant sur le ressentiment comme passion sociale, livre qui est paru aux presses universitaires de Rennes tout récemment, puisque c'est un livre qui est paru en 2012. Avant de donner la parole à Wendy Brown pour présenter quelques éléments relatifs à la série d'obstacles qui lui paraissent extrêmement importants et critiques pour le devenir des sociétés démocratiques, je propose de commencer avec Florent Guénard qui va nous parler de démocratisation. Bonjour à tous, merci Patrick et merci à la Villa Gilet de cette invitation. Je suis très très honoré d'être ici et de pouvoir débattre avec Wendy Brown. Alors, mon objet, c'est effectivement ce qu'on peut appeler la démocratisation. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par démocratisation? Donc, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à la manière dont on passe à la démocratie, c'est-à-dire la manière dont s'opèrent les changements de régime. Alors, ce qui m'intéresse plus particulièrement, parce que la question est extrêmement vaste, c'est d'essayer de comprendre ou, disons, de réfléchir à deux questions qui sont liées à ce problème qu'est la démocratisation, problème dont nous connaissons tous les résonances évidemment actuelles. Le premier problème, c'est de savoir si, oui ou non, il y a ce qu'on peut appeler un modèle de démocratie. Bon. Alors, la question, c'est évidemment de définir ce qu'est un modèle, de définir sa portée. C'est également la question de savoir si ce qui appelle justement dans ce modèle. Bon, ça c'est la première question qui est liée à la démocratisation, qui m'intéresse en tout cas. Et il y en a une deuxième qui est évidemment, vous allez voir, qui suit la première, c'est de savoir si modèle il y a, quelles sont ses conditions d'application. C'est-à-dire, est-ce que ce modèle peut s'appliquer de manière inconditionnée, sans qu'il y ait de conditions préalables, ou alors est-ce qu'il faut au contraire qu'il y ait une certaine situation économique, politique, culturelle, pour qu'une démocratie puisse s'installer. Cette question des conditions d'application, elle a fait l'objet de maints travaux, et je pense que ces travaux restent en partie aussi sur ces questions-là insatisfaisants. Pour situer justement mon travail, je voudrais quand même dire que la démocratisation fait l'objet d'un champ d'études extrêmement travaillé. Et il l'est depuis les années 80. Il l'a été d'ailleurs particulièrement dans les années 80, dans un contexte de guerre froide où précisément il s'agissait pour les défenseurs de la démocratie occidentale de promouvoir l'idée qu'il fallait précisément qu'un changement de régime était possible et que la démocratie libérale occidentale se ferait tout naturellement comme le modèle, justement, vers lequel le changement de régime devait aller. Alors, dans les années 80, ce qu'on a appelé les Democratization Studies, donc les études sur la démocratisation, se sont constituées précisément autour de ces deux questions que j'ai mentionnées tout à l'heure. Alors, il y a évidemment beaucoup d'autres problèmes qui ont été traités, mais c'est particulièrement sur ces deux questions que les chercheurs, les intellectuels ont débattu, voire se sont accordés. Alors sur la première question, j'ai envie de dire, elle a été vite réglée. Oui, il y a un modèle, c'est ce qu'on a dit dans les années 80, oui, il y a un modèle de démocratie, et ce modèle, il s'appelle la démocratie libérale,
c'est-à-dire, en gros, une démocratie représentative, avec des institutions représentatives, et s'attachant à défendre les droits individuels, les droits de l'individu. Donc, ce modèle a été, dans les années 80, promu, comme étant universel, c'est-à-dire capable de s'instaurer, quelles que soient les conditions historiques ou sociales des États. Bien. Quel que soit... Alors, ce qui, du coup, a permis, justement, d'apporter une réponse à la deuxième des questions. Y a-t-il, oui ou non, des conditions pour qu'une démocratie s'instaure? J'entends des conditions politiques. Est-ce qu'il faut un état de droit, par exemple? Des conditions économiques? Est-ce qu'il faut un certain niveau de richesse? Ou des conditions, par exemple, culturelles? Est-ce qu'il faut un certain niveau d'éducation dans une population pour qu'une démocratie puisse s'instaurer? Et la réponse dans les années 80, qui a émergé, si j'ose dire, de l'ensemble des travaux au sein des Democratization Studies, cette réponse a été de dire: la démocratie libérale est un modèle universel de démocratie et un modèle universel inconditionné. Il n'y a au fond pas de conditions, ou plus précisément, c'est la démocratie est sa propre condition. J'entends par là qu'il suffit de la désirer au fond pour qu'elle puisse s'installer. Elle est sa propre condition. Il n'y a pas de condition matérielle dans l'histoire d'un pays. Il n'y a pas de niveau atteint par un pays qui permettrait justement à ce pays d'aspirer à la démocratie. Au fond, dès que le désir de démocratie se manifeste, eh bien, toutes les autres conditions plus particulières sont immédiatement levées. Il n'y a aucun obstacle de ce point de vue-là à ce que s'installe une démocratie quand cette démocratie est désirée. Alors, l'essentiel est donc le désir de démocratie. Alors, il faut quand même préciser que les Democratization Studies se sont, je l'ai dit tout à l'heure, constitués dans un contexte politique particulier, je l'ai dit tout à l'heure, qui est le contexte de la guerre froide, et que, à ces études savantes, de la part d'universitaires, de chercheurs, se sont très vite mêlés des propos plus militants. Il y a eu un croisement extrêmement net entre le discours savant et le discours militant. Je veux dire par là que définir la démocratie comme étant un modèle universel et dire que cette démocratie peut s'installer de manière inconditionnée, c'était inévitablement en faire une sorte d'arme de combat idéologique envers les pays autoritaires, notamment les pays de l'Europe de l'Est. Voilà. Donc, il s'agissait, au sein de ces Democratization Studies, de fournir les éléments théoriques qui permettraient de constituer un modèle à exporter, à promouvoir. Il fallait exporter la démocratie comme on exporte des marchandises, sachant que cette exportation de la démocratie, de cette exportation, eh bien, les conséquences étaient extrêmement importantes, puisqu'il s'agissait de gagner la guerre idéologique contre les pays autoritaires, et principalement, je l'ai dit, contre les régimes de l'Europe de l'Est. Alors, il y a eu une réaction, si j'ose dire, à cette pensée des années 80, au sein des Democratization Studies. Et en gros, une pensée articulée sur un modèle universel et l'absence de conditions. Cette pensée, si j'ose dire, elle est allée dans l'autre sens. Cette pensée a consisté, alors, à la suite d'ailleurs des études qu'on appelle postcoloniales, les postcolonial studies, cette pensée a consisté à dire non, il n'y a pas de modèle, il y a des voies divergentes, il y a des voies singulières vers la démocratie, chaque peuple, d'une certaine manière, invoque ou invente plutôt son modèle de démocratie, et il n'est absolument pas possible, précisément, de promouvoir quelque chose comme une catégorie unifiante au-delà de ces démocraties. Réaction donc radicalement sceptique qui allait jusqu'à dire que, au fond, chaque État inventait son propre régime d'institution. Alors il me semble qu'entre ces deux positions, il faut pouvoir dégager une voie, si j'ose dire, moyenne, qui fasse la part de ce qu'il y a, à mon avis, d'extrêmement rationnel dans l'une et l'autre de ces positions. Et c'est, au fond, ce à quoi j'essaye de réfléchir. Il me semble, et c'est l'objection qu'on peut faire à une pensée, on va dire, d'inspiration sceptique. Il me semble qu'on ne peut pas couper la démocratie de son aspiration universelle.
il me semble que l'universalisme démocratique, ou l'universalisme, est partie prenante d'une définition de la démocratie. Je peux le dire de manière plus simple, quand une démocratie se définit, quand elle définit son registre politique, son registre social, quand elle se définit, il me semble qu'elle ne peut pas ne pas se définir comme étant susceptible de se généraliser. Donc, elle se définit nécessairement en pensant à son expansion possible. Aucune démocratie ne se définit pour un seul et même peuple, dans une sorte de coïncidence comme ça avec l'histoire ou les mœurs de ce peuple. Donc ça, c'est la première critique qu'on pourrait faire justement à une position sceptique, d'inspiration sceptique. Et puis, la deuxième critique, si j'ose dire, mais c'est ce que la presse nous donne, si j'ose dire, à lire tous les jours quand on regarde le printemps arabe, ou ce que le printemps arabe devient, c'est qu'au fond, il y a bien un modèle de démocratie. Alors, je ne dis pas qu'il y a un modèle qu'on pourrait poser théoriquement comme on l'a fait dans les années 80, en disant voilà, il y a un modèle de démocratie, c'est celui-là, et tout ce qui n'est pas lié à ce modèle n'est pas de la démocratie. C'est pas ça que je veux dire. Il y a un modèle de démocratie au sens où l'on voit bien que la démocratie joue comme une sorte d'appel, que la démocratie occidentale appelle un certain nombre de peuples qui suivent plus ou moins confusément quelque chose comme une histoire qu'ils ont cru lire dans les pays du Nord. Bon. Alors, tout ça m'incite à dire que nous sommes aujourd'hui dans la nécessité de renouveler la pensée de la démocratisation. Alors, renouveler la pensée de la démocratisation, on peut dire comme ça, un peu rapidement, ce que ça suppose. Ça suppose, me semble-t-il, déjà la détacher des défauts qui ont pu justement l'encombrer au sein des Democratization Studies dans les années 80. Bon. Il y a eu deux défauts principaux, desquels d'ailleurs cette pensée a eu du mal à s'extirper. C'est très étonnant de lire justement tous ceux qui ont travaillé sur cette question, qui ont bien conscience justement de ces défauts et qui ont bien conscience aussi de ne pas pouvoir les éviter totalement. Alors le premier défaut, vous l'aurez, si j'ose dire, compris de vous-même, c'est évidemment l'européocentrisme qui entoure justement une définition du modèle démocratique comme étant une démocratie libérale, représentative, qui défendrait précisément les droits individuels. Bien. Évidemment, il est difficile de ne pas penser que ce modèle-là est en fait tout simplement la généralisation d'une histoire particulière à qui on a donné d'une certaine manière une portée universelle par un processus d'abstraction. Bien. Donc ça, c'est le premier défaut duquel il faudrait pouvoir justement s'extirper, qu'il faudrait pouvoir éviter. Et le deuxième défaut, qui est lié justement à cette pensée des années 80, à laquelle, au fond, cette pensée a toujours d'une certaine manière buté, c'est, et je le dis aussi de manière un peu rapide, mais parce que, et en généralisant, c'est ce qu'on a évidemment pointé quand on a dit que ce modèle de démocratie était fortement téléologique. Qu'au fond, on fixait à la démocratie le rôle d'être la fin de l'histoire. Tout régime devait nécessairement évoluer, parce que ça faisait partie de sa modernisation, vers une démocratie que l'idée de démocratie était consubstantielle à l'idée de progrès. Bon, alors, c'est pas. Nous sommes tous, j'imagine, prêts à adopter une telle position. Nous sommes tous prêts à dire qu'effectivement, avoir un régime démocratique, c'est être davantage au fond dans le progrès et s'échapper d'un certain nombre d'archaïsmes politiques. Mais encore faut-il faire très attention, justement, avec cette idée téléologique, qui peut conduire, justement, à penser les changements de régime simplement en fonction d'une fin qui aurait été fixée par je ne sais pas qui, mais qui serait là, comme ça, comme un but de l'histoire, vers lequel l'histoire devrait tendre et s'accomplir nécessairement. Alors, ça, c'est la première tâche, me semble-t-il, d'un renouvellement, justement, de la pensée de la démocratisation. Essayez de ne pas tomber dans ces défauts qui ne sont pas des défauts extrinsèques à la pensée de la démocratisation. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer rapidement. Ce sont des défauts qui, au fond, dans lesquels on peut très vite tomber quand on essaye de penser, justement, l'universalisme démocratique. Bon. L'idée qu'on peut précisément tomber dans une généralisation abusive d'une particularité, et l'idée qu'on peut aussi, sans s'en rendre compte, tomber dans une pensée téléologique.
La deuxième tâche, me semble-t-il, et je ne ferai évidemment que l'indiquer, la deuxième tâche dans ce renouvellement de la pensée de la démocratisation, me semble être d'essayer de tenir ensemble les deux ficelles que sont l'universalisme de la démocratie et la singularité de ses conditions, j'ai envie de dire, d'application. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un peu un jeu de l'esprit, comme ça, hein, d'essayer de tenir ensemble deux catégories dont on ne voit pas bien, justement, comment on pourrait les accorder. Alors, il me semble que pour y parvenir, la première chose, c'est qu'il faut déjà penser à complexifier la définition que l'on donne de la démocratie. Au fond, la démocratie, et ce que disait Patrick, je rebondis au fond simplement sur ce que tu as dit tout à l'heure, la démocratie, si on la fige, évidemment, sur l'idée, sur un régime institutionnel particulier, alors on manque précisément ce qui fait sa richesse, et on manque sans doute ce qui fait la possibilité de son universalisation. Je veux dire par là que la démocratie, je la définirais moi, et plus généralement et de manière du coup plus complexe, comme une manière que nous avons de nous rapporter les uns aux autres, d'abord, avant de nous rapporter ensuite à des institutions. Patrick le disait tout à l'heure, la démocratie, c'est moins un régime qu'une forme au fond de société. La démocratie, c'est moins simplement le fait d'aller voter tous les 5 ans que d'adopter des principes d'égalité ou de réciprocité à l'intérieur de nos relations, à l'intérieur de nos relations de travail, à l'intérieur de nos relations sociales, à l'intérieur de nos relations de famille, par exemple, hein, pour ne citer que quelques cas. Alors, la première chose consisterait donc à complexifier la démocratie et à voir que dans une démocratie, se constitue une communauté, un destin commun, et qu'au fond, c'est le nom, justement, de ce destin, c'est ce destin commun, c'est le nom, démocratie, c'est le nom qu'on peut lui donner. Un destin commun, une aspiration collective qui permet précisément de faire la part à toutes les voies différentes vers la démocratie. Je dirais aussi que la deuxième condition, et je m'arrêterai là, la deuxième condition sans doute pour arriver à tenir l'universalité et la singularité ensemble, la deuxième condition me semble être une distinction sans doute qu'il y a à faire entre le modèle et les principes. La catégorie de modèle, elle est très difficile à manier. Parce qu'un modèle, c'est quand même ce qui est à imiter, mais en même temps, on ne demande pas au modèle de déterminer lui-même ses conditions d'application. Hein, c'est pas au modèle de le faire, c'est à ceux qui se servent du modèle de définir la manière dont ils vont pouvoir justement se l'approprier. Donc la catégorie de modèle est extrêmement difficile à manier. Il me semble qu'il vaut mieux lui substituer la catégorie de principe et dire, il peut y avoir au fond des principes sur lesquels on s'accorde, qui définiraient une démocratie. J'en ai cité un certain nombre tout à l'heure. La manière d'introduire de l'égalité dans nos relations, la manière de faire en sorte que la liberté individuelle laisse aussi la possibilité d'une liberté collective, c'est-à-dire de choix communs. Bon, eh bien, ces principes-là, on peut s'accorder, justement, me semble-t-il, pour dire qu'ils définissent la démocratie. Et du coup, pour faire qu'autour de ces principes-là, différentes manières d'entrer en démocratie puissent, si j'ose dire, s'accorder et se reconnaître comme des démocraties, ce qui est une chose extrêmement importante. Substituer donc ces catégories de principes à l'idée d'un modèle figé, précisément, dont on voit mal, justement, comment on peut penser ces conditions d'application. Voilà ce que je peux dire comme présentation. Merci beaucoup, Florent. Donc, autour de cette analyse qui s'est située résolument à un niveau conceptuel et qui a bien souligné la nécessité de dynamiser finalement ce rapport entre une universalisation et singularité de l'invention démocratique, la question plus concrète de savoir ce qu'il s'agit précisément de démocratiser peut se trouver posée. Alors, il y a eu quelques éléments économiques, culturels, etc., qui ont été mis en avant. Et dans ce contexte-là, cependant, on observe qu'il y a aussi des processus inverses, c'est-à-dire qu'avec ce désir de démocratisation et de démocratisation de biens particuliers que nous aurions à viser, il y a aussi des obstacles qui viennent en but à ce processus de démocratisation. Et vous, Wendy Brown, vous avez parlé de démocratisation parfois. Oui, merci. C'est un honneur ici d'être aujourd'hui, mais pour les raisons évidemment, je maintenant parlerai
en anglais. Democracy. So we have the Greek demos, so democracy, demos and cracy. Donc le règne du peuple, donc le grec démos et cratie. Et je voudrais établir quelque chose pour commencer. Dans ce monde euro-atlantique, qui, bon, s'étend jusqu'en Australie, mais bon, nous nous plaisons à dire que nous avons la démocratie et le reste du monde est en voie de démocratisation, ou est un peu à la traîne, n'a pas encore obtenu la démocratie qu'il souhaite, ou bien se trouve au pôle opposé de la démocratie. Ce que cela veut dire, c'est qu'on ne pose pas de questions au centre de ce processus. Dans quel état est notre démocratie? Parce qu'on se dit, nous sommes des pays démocrates. Donc, je me pose la question de ce processus sans se dire que nous aurons atteint notre objectif et que le reste du monde doit nous rattraper. Non. Moi, la question que je pose, c'est dans quel état est notre démocratie? Quelles sont les possibilités, car cela existe, la possibilité que nous sommes en voie de dédémocratisation. Et je ne veux pas dire par cela que notre belle démocratie est bel et bien là. Est-ce que c'est vrai? Mais pour atteindre cet objectif de la règne du peuple, est en fait attaqué de tout front par une logique néolibérale. Donc, quand je dis néolibéral, je ne parle pas que des politiques économiques. C'est une manière de penser, une manière de gouverner. Et ce mode veut appliquer des mesures du marché et l'appliquer à chaque sphère de l'existence humaine et même non humaine. C'est-à-dire que cette logique, ce mode de pensée veut appliquer à la société, à l'État et au sujet, jusque dans le domaine de l'individu, de l'éducation, de la religion, tout aspect de la vie il veut appliquer ces mesures, sa manière de mesurer selon la logique du marché. Donc, nous sommes actuellement dans un état de très euro-atlantique et très centré sur cette focalisation. Et donc, ces valeurs dont on parle, des valeurs démocratiques, il y a quelques principes qu'on peut identifier. Pour moi, le néolibéralisme tend à déplacer ces valeurs, les déconstruire. Et donc, l'État dans les démocraties libérales était à une époque, c'était le lieu de justice, mais de plus en plus se focalise sur une seule chose, et c'est la croissance économique. Tout comme une entreprise est entièrement vouée à la croissance économique. Mais il y a autre chose qui entre en jeu, c'est également ce processus de financiarisation ou la solvabilité. C'est ça. Les mesures. Et on demande aux États maintenant d'être solvables, de mériter les emprunts qu'ils demandent, et ils sont transformés par cette financiarisation. Et donc, pour un État doit maintenant, au-delà du bien de son peuple, doit se soucier énormément de ces autres questions. Et on le voit aussi dans l'attention qui est portée sur la sécurité, mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, le sujet libéral, cet individu est de plus en plus perçu comme un objet avec un seul but. Auparavant, dans la pratique et la théorie démocratique, on le comprenait comme un sujet qui participait
à la démocratie, qui gérait lui-même, qui agissait en son propre intérêt. Mais ce sujet est maintenant réduit à un capital humain. Il est maintenant perçu comme un capital humain. Auparavant, on le considérait comme le siège de dignité humaine, de valeur humaine, le sujet kantienne. Ce sujet maintenant est perçu uniquement pour sa capacité à produire la croissance économique et auto-investir dans son propre capital. Donc maintenant, cet individu qui n'a plus cette valeur humaine, il est maintenant réduit à un capital humain dans deux sens du terme. Le capital pour soi-même, c'est-à-dire qu'il doit faire l'investissement de se développer lui-même pour contribuer à la croissance économique. Et il doit contribuer à sa société, à son entreprise, à l'État, à la société. Donc, c'est un capital humain pour lui-même et pour son entreprise ou État. Et donc, sa valeur est calculée selon ces mesures de capital humain. Alors, quelles sont les implications de tout cela? Est-ce qu'un État n'est mesuré que pour sa valeur économique et l'être humain est jugé uniquement pour sa valeur économique? Eh bien, Florent a soulevé les principes de base de la démocratie, la liberté. Ici, nous voyons que la liberté est horriblement contrainte par cette nouvelle pensée. L'État n'est plus constitué de diverses forces politiques, mais encore plus important, l'individu, comme John Stuart Mill l'a dit, n'est plus libre de choisir ce qu'il veut être et faire de sa vie. Plutôt, il y a des normes qui sont contraignantes avec un seul but, c'est d'accroître ce capital humain. C'est la responsabilisation. C'est un mot que je déteste d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire qu'il est responsable de se développer en tant que capital. Donc, ces finalités ont été terriblement contraintes. Dans l'égalité, sous cette nouvelle pensée, il ne vient plus de l'État, donc Foucault et d'autres théoristes, on en parlait. L'égalité dans la pensée néolibérale se passe au niveau économique. Mais comme tout le monde le sait, on est en concurrence, il y a des montées en puissance de certaines et une chute des autres. Et donc, cette idée d'égalité fondamentale des individus disparaît lorsqu'il est transformé pour correspondre au marché. Et donc, il y a des lois, des réglementations qui, si on regarde un exemple aux États-Unis qui est assez dramatique, c'est un cas devant la Cour suprême qui s'appelle Citizens United, qui a permis des contributions politiques de la part des entreprises de faire des dons aux partis politiques, leur donne une voix. Et donc la Cour suprême a dit que les entreprises avaient le droit de donner autant d'argent qu'ils voulaient, alors qu'auparavant, il était limité les fonds qu'ils pouvaient donner. Donc cette limitation de l'égalité, de la liberté, mais également dans ce modèle de néolibéralisme, maintenant, on définit l'État comme une entreprise, la personne comme une entreprise. Cela va toucher aussi à la puissance publique. Le démos, le peuple, n'a plus sa souveraineté, n'a plus la capacité d'agir. Il n'y a plus de bien commun.
nous avons maintenant des individus qui s'investissent en eux-mêmes, qui cherchent à accroître leur capital humain et dans un environnement où ils vont peut-être fleurir ou mourir. Alors, dans une ère d'austérité en politique, ce que je viens de vous décrire est aggravé, car ce que nous voyons ici, c'est que maintenant, lorsque l'État a perdu le sens de justice comme on l'a connu auparavant, et lorsque l'individu aussi a perdu sa place de sujet souverain, à ce moment-là, si l'individu ne contribue plus à la croissance économique, eh bien ce sujet n'apporte plus rien et peut donc être sacrifié, a perdu sa valeur. Et si l'État se comporte comme une entreprise, cela veut dire que l'État se défait de son obligation de s'occuper de tous ces sujets et ceux qui n'apportent pas de valeur. On le voit en Grèce et en Espagne, c'est en voie de se mettre en place, mais on le voit également dans les entreprises, dans les coupes, les réductions des postes, la réduction des prestations sociales, l'éducation, également les protections des personnes âgées, etc. Et donc, lorsque le néolibéralisme réussit à tout transformer en entreprise, de l'État à l'individu, il me semble que les principes de base de démocratie que Florent nous a bien décrits sont en recul et sont même peut-être en voie de disparition. L'entreprise, par nature, ne cherche pas l'égalité, la liberté, même la vie. Ce n'est pas leur souci principal. Et donc, lorsque l'État se retrouve à assumer ce rôle comme une entreprise, eh bien, nous allons voir le même processus. Et donc, notre notion de politique est bouleversée. Et il est difficile de voir qu'est-ce qui reste de la démocratie dans ces conditions-là. Merci. Réflexion très riche qui fait écho de manière très intéressante à la présentation de Florent Guénard également, avec cette idée précisément qu'il y a des forces en jeu qui font finalement ou qui introduisent des restrictions importantes sur la liberté politique, sur la liberté sociale, sur la liberté morale même des individus, en ce sens que ça limite et cette liberté du point de vue de son extension, mais même du point de vue de sa nature, dans la mesure où c'est l'éventail des choix possibles qui devient plus limité. Ça, c'est, en tous les cas, ici, dans la présentation qui en a été donnée, essentiellement à partir du contexte économique, mais entendu de manière très large, comme une sorte de vision du monde qui contribue à réélaborer toute cette question de la liberté sur un mode beaucoup plus étroit. Mais en même temps, on retrouve à travers cette discussion des questions théoriques et pas que théoriques, extrêmement complexes, qui sont liées au fait que la modernité s'est construite sur un projet d'émancipation, de libération individuelle, et que c'est de ce projet-là qui est sorti en quelque sorte le néolibéralisme aussi. Il n'est pas la négation de la modernité, il est la réalisation d'une de ses potentialités. Et la question qui, d'une certaine manière, nous est posée, si on veut essayer de réfléchir à la possibilité d'une véritable épanouissement démocratique, si on est d'accord pour dire qu'il n'y a effectivement pas de démocratie au sens plein et entier du terme aujourd'hui, comment penser le point de partage, si vous voulez, qui fait que on ne peut pas se contenter de défendre les libertés, il faut aussi penser la défense des libertés sur un mode qui fasse qu'on puisse ne pas avoir ce développement néolibéral que vous critiquez. Comment distinguer, comment penser la relation entre le néolibéralisme et le libéralisme, la défense des libertés et le néolibéralisme? Est-ce que le néolibéralisme est une extension du libéralisme, une radicalisation de celui-ci ou une dégradation, une corruption? Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien, c'est une question tout à fait intéressante et beaucoup de théoriciens, d'ailleurs, l'étudient de près. Il y a des généalogies différentes, des études différentes sur ce sujet, mais brièvement, je n'accepte pas trop l'idée que le néolibéralisme est un développement naturel, découle du libéralisme. Et cela peut partir dans des directions différentes. Le libéralisme, tout d'abord, par exemple, cela peut être quelque chose qui simplement décrit une économie et des libertés ou droits à l'intérieur d'un État social, un État qui est défenseur de principes de justice. Donc, il peut y avoir donc une distinction nette entre la sphère politique et ces principes. Et de l'autre côté, les principes qui doivent gouverner l'économie. Mais la démocratie libérale, et même si le libéralisme définit ces principes, on peut voir des alternatives. Par exemple, il y a une relation hybride entre le keynésianisme ou les principes socialistes. Donc, il y a plusieurs possibilités et je ne pense pas qu'il y a un développement téléologique dont Florent a parlé. Et il faut écarter cette idée qu'il y a des étapes, un processus à suivre pour aboutir à un modèle unique de la démocratie ou même de l'économie. Et donc, je pense que l'idée que ce qu'on voit dans le néolibéralisme, en fait, c'est une sorte d'intensification de libéralisme. Non, ce n'est pas ça, en fait. En fait, il s'agit de la dissémination des principes du marché à toute sphère de la vie. Et ça, c'est très différent. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas juste libéralisme exacerbé, non. Et ce n'est pas une question de juste les libertés ou droits de l'individu. Cela peut se mettre en place sans appliquer les métriques, comme je disais, du marché. Donc, le néolibéralisme, pour moi, ne découle pas naturellement. Ce n'est même pas une intensification non plus de libéralisme. C'est une formulation très spécifique par laquelle le marché est la seule mesure de tout et doit former, je cherche mes mots, donc le homo economicus, l'homme économique, c'est le tout. Nous sommes homo economicus et l'homo politicus n'existe pas sans parler d'autres dimensions de l'être humain et n'ont pas leur place pour gouverner la vie. Donc, c'est une intensification spécifique. C'est le marché qui prime, le marché qui définit tout. C'est mon point de vue. J'attends d'entendre votre point de vue. Tu poses une question vraiment intéressante. En fait, la question de savoir si donc, ce que Wendy Brown appelle très justement cette logique néolibérale naît du libéralisme. Il me semble qu'en fait, la question, c'est de savoir s'il en est, enfin, je ne vais pas faire de jeu de mots, mais s'il en est naturellement ou s'il en est monstrueusement. Parce qu'au fond, et moi, il me paraît, on peut dire qu'au fond, je pense qu'on pourrait même s'accorder pour dire qu'il en est, qu'il est à l'origine, mais que ce n'est pas une dérivation naturelle du libéralisme. Alors, parce que c'est une question très importante, parce qu'effectivement, on peut très bien dire une intensification du projet démocratique, c'est-à-dire d'une revendication de liberté individuelle, d'investissement de soi, d'auto-investissement, comme le dit Wendy Brown, finit par se retourner contre la démocratie. On sait ça, la démocratie, trop de démocratie tue la démocratie. Voilà, bon, ça,
C'est une idée qui est défendue et qui peut avoir sa pertinence. Donc je pense que c'est exactement la question que tu poses. C'est de savoir si, au fond, quand est-ce qu'on peut dire que cette intensification-là va se retourner contre le projet démocratique lui-même. À partir de quel moment on peut dire que revendiquer trop de liberté pour soi-même nous coupe du bien commun, par exemple, de la possibilité d'avoir un projet commun, un projet qu'on pourrait mener les uns avec les autres, ce qui suppose toujours de renoncer à une part de ses droits, etc., etc. Et il me semble que là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, une question, à mon avis, à laquelle on n'a pas encore vraiment répondu. C'est de savoir à partir de quel moment on peut dire non, la revendication de tel ou de tel type de droit nous coupe du projet collectif. À partir de quel moment? Et ça ne va pas de soi. Je pense que la réponse, une des fausses réponses qui a été accordée, consiste à dire que dès qu'il y a droit individuel, alors il n'y a plus de démocratie au sens plein, parce qu'il n'y a plus qu'une démocratie des droits. Alors ça veut dire une démocratie juridique, où au fond, ce qu'on attend de la démocratie, c'est qu'elle protège, qu'elle garantisse nos droits individuels, mais que pour ce qui est de l'investissement commun, au fond, il n'y en aurait plus. Il me semble que la question que tu poses revient à se demander à partir de quel moment ces droits-là, tel ou tel type de droit, nous coupent, par exemple, d'un projet collectif de lutte sociale pour précisément obtenir telle liberté supplémentaire, etc., etc. Donc c'est une question décisive. J'y répondrai, moi, de la manière suivante. Je pense qu'on peut très bien dire que certains droits individuels favorisent le projet démocratique dans la mesure où ces droits individuels organisent des projets de lutte collective, de lutte sociale et collective, et que lorsque précisément ces droits-là ne donnent plus lieu à la possibilité qu'on s'en empare de manière collective, alors là, ça veut dire que nous ne sommes plus dans un projet démocratique véritable. Autour de cette question, il y a souvent la question de l'individualisme. Comment vous la traitez l'un et l'autre? Eh bien, je vais être impolie, très américaine. Je vais être très impolie et je vais tout d'abord répondre à votre commentaire, Florent, et ensuite j'essaierai de répondre à votre question. Donc, je ne suis pas d'accord, et voilà pourquoi je ne suis pas d'accord. Je crois que on comprend le néolibéralisme comme une intensification de liberté. Si on comprend le néolibéralisme comme ça, on n'a pas assez étudié le néolibéralisme. Le néolibéralisme aujourd'hui, au niveau de la rhétorique, il promet d'offrir la liberté à tous, mais en fait, il s'agit de la loi, les politiques et tout autre pouvoir entre les mains de l'État sont organisés pour faciliter le marché, la marketisation de la société. Et si vous le voyez simplement comme des libertés et des droits, on ne verra pas à quel point ce qui s'est passé, c'est une restriction dramatique dans les sociétés néolibérales de beaucoup de droits. Les droits des syndicats, une restriction des droits des syndicats, beaucoup de droits sociaux, de la solidarité qui sont dramatiquement réduits. On le voit dans les endroits où le néolibéralisme arrive rapidement, comme au Chili après Allende, par exemple, ou l'Irak tout de suite après Saddam Hussein, où on voit le démantèlement des droits, de toutes les solidarités sociales. On interdit la grève pour les syndicats, etc. Et en parallèle, on produit de plus en plus de droits pour les investisseurs étrangers, on réduit la fiscalité, la taxation et on favorise les propriétaires. Ce n'est pas juste plus de liberté et de droits, c'est beaucoup plus... on construit vraiment l'État sur le modèle d'une entreprise où on ne peut pas dire qu'on prolifère les droits et les libertés dans une entreprise. Si on pense à nous-mêmes comme habitants à l'intérieur de l'entreprise, on ne pense pas à l'entreprise comme un domaine de liberté. Donc, seulement si on accepte le modèle des êtres humains comme un modèle de capital humain, c'est seulement là
si on accepte que chacun de nous est un petit morceau de capital qui s'auto-investit, nous nous auto-améliorons et nous améliorons nos positions concurrentielles, compétitives, c'est là, seulement là, on peut le regarder comme une liberté. Mais si on va au-delà de cette définition et si on reconnaît que si on est des capitaux humains, on n'aura pas plus de droits, pas plus de liberté, pas plus de démocratie. Donc, je ne pense pas que notre problème est trop d'individualisme. Donc là, j'arrive à votre question. Je pense que notre problème aujourd'hui est que je suis d'accord avec vous qu'il y a un déplacement du bien public, du démos, d'un peuple démocratique orienté vers le bien commun. Mais en même temps, je pense qu'il y a même un déplacement d'un sujet individuel qui est en capacité pour produire ses propres valeurs, ses propres objectifs, et plutôt que ceux qu'on pense contribue au bien-être économique de l'entreprise, la nation, la famille. Et ça, c'est une construction radicale de l'individualisme. C'est une répression presque de l'individu. Donc, je pense que l'ancien libéralisme portait ce problème de trop d'individualisme, trop de soins pour le bien commun. Mais le néolibéralisme, pour moi, est porteur d'un problème bien différent. Et ça, c'est mon argument, mais vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi. Je ne sais pas si nous sommes d'accord ou non. Il me semble quand même que... parce que vous soulignez que, au fond, le néolibéralisme, cette logique néolibérale que vous identifiez parfaitement, d'ailleurs, comme étant plus au fond qu'un système économique, comme étant une véritable rationalité, vous l'identifiez comme n'étant pas justement la promotion de l'individu. Alors, je pense qu'il faudrait s'entendre justement sur ce qu'est l'individu. Il faudrait s'entendre sur ce qu'est la promotion justement des aspirations individuelles. Mais il me semble qu'on peut très bien quand même montrer, et je reviendrai du coup sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur le lien entre libéralisme et néolibéralisme, on pourrait quand même très bien montrer que cette logique néolibérale, que évidemment je n'approuve pas, mais que cette logique néolibérale fait fond sur toutes les valorisations de l'individu telles qu'elles ont pu avoir lieu au sein de la pensée libérale, au sein de la valorisation de la propriété, qui est aussi la valorisation de la propriété de soi, et donc de l'appropriation justement de soi-même à travers soit ses biens, à travers soit son activité économique, etc. Et il me semble qu'à l'intérieur, et c'est sans doute là où justement je pense que le néolibéralisme devient monstrueux par rapport à son origine libérale, c'est qu'il me semble que, justement, monstrueux, il me semble que le néolibéralisme s'est emparé pour les radicaliser, mais pour précisément couper cet autosaisissement de soi, de l'individu, et cette autopromotion par lui-même, le couper justement des relations avec les autres, des relations qu'on peut précisément construire justement parce qu'on a des droits individuels. Sur cette question qui permet en même temps de resituer dans un contexte précis et très englobant, très compréhensif, comme on dit en anglais, la question de la démocratisation est intéressante, je crois, aussi à réaborder, si vous voulez, de l'autre côté. C'est-à-dire que là, on a pris la question de l'individu tel qu'il est saisi, en quelque sorte, par un système de rationalité, par un système de valeurs très spécifique. Comment la démocratie peut se développer en tant que démocratie, c'est-à-dire aussi en tant que projet collectif, c'est aussi la question peut-être qu'on pourrait se poser. C'est-à-dire que dans le contexte actuel, la question qui est posée aussi, c'est la question des mobilisations collectives qui sont porteuses précisément d'un projet de démocratisation face aux tendances que vous identifiez l'un et l'autre. Or, ce que vous avez pu constater et souligner dans vos livres l'un et l'autre, on observe qu'il y a toute une série d'émotions dans l'espace public qui ne sont pas forcément porteuses d'un passage à l'action, ou en tous les cas qui n'ont pas cette fécondité institutionnelle ou d'invention qu'on pourrait souhaiter. On a eu en France, par exemple, toute une sorte, et au-delà, toute une sorte de mobilisation autour de la thématique de l'indignation. Quelle est la portée politique d'une indignation ? C'est une question qu'on peut se poser. Vous avez parlé de mélancolie de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est quelque chose qui nous bloque pour envisager un avenir commun et quelque chose de cet ordre-là ? Et par rapport au livre que j'évoquais tout à l'heure, la question du ressentiment, dans un contexte qui perd toute légitimité, précisément du point de vue de son autorité, on observe
émanant du social, de la société, une forme de colère sourde qui peut prendre les formes du ressentiment. Est-ce que ce sont des émotions sur lesquelles on peut tabler? Est-ce que ce sont de mauvaises voies? Où en sommes-nous des émotions démocratiques, l'un ou l'autre, sur la question du ressentiment, par exemple? Alors, moi, il me semble qu'effectivement, les émotions démocratiques. Alors, je pense que je suis tout à fait convaincu par ce que dit Wendy Brown. Il y a des processus de dédémocratisation, mais heureusement, il y a encore, j'ai envie de dire, heureusement, il nous reste encore des émotions démocratiques, alors qui se manifestent sous des formes, si j'ose dire, toujours plus ou moins confuses, plus ou moins claires. Mais elles expriment quand même quelque chose d'attachement viscéral à ce que doit être un projet de démocratie. Il me semble que le ressentiment en fait partie, comme l'indignation d'ailleurs à des degrés divers, mais il me semble que le ressentiment en fait partie. Le ressentiment en fait n'a pas bonne presse, enfin, c'est moins qu'on puisse dire, puisque c'est en général une émotion qu'on qualifie de mauvaise, qui serait liée à l'envie, qui serait liée précisément à l'idée que je suis dépossédé d'un certain nombre de choses et que, au fond, de choses dont j'ai envie, que ça soit d'ailleurs des marchandises ou des droits ou peu importe, et que c'est en dévalorisant ces marchandises ou ces droits que finalement je vais pouvoir me satisfaire de ma situation telle qu'elle est. Bon, donc le ressentiment n'a pas bonne presse. Il me semble que derrière cette interprétation, et d'ailleurs le ressentiment c'est toujours une émotion de l'autre. Jamais personne ne dit j'ai du ressentiment, évidemment. C'est toujours une passion qu'on impute à l'autre. Et en général, à qui on l'impute? On impute le ressentiment aux passions populaires. C'est-à-dire que ce sont au fond les nantis qui vont dire « Oui, mais cette revendication de droit ou de marchandise, cette revendication-là de la part du peuple n'est que l'effet de leur ressentiment. » Bon. Donc, il y a une disqualification aussi du ressentiment qu'on éloigne précisément d'une émotion démocratique, au sens où précisément ne se ferait pas jour dans le ressentiment un désir de justice ou, ce que moi je crois qui est extrêmement présent et structurant à l'intérieur du ressentiment, un désir d'égalisation. Et il me semble que le ressentiment est une émotion démocratique particulière. C'est l'émotion que l'on éprouve face à un désir d'égalité dont on voit qu'il n'est pas tenu. Et il me semble, et j'aimerais bien avoir la réaction de Wendy là-dessus, il me semble que la démocratie, qu'on le veuille ou non, et j'ai envie de dire, pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, quelle que soit sa forme, il me semble qu'elle porte en elle quelque chose comme une promesse d'égalité. Alors là aussi, on pourrait dire, mais égalité de quel type, etc. Mais ici, peu importe. L'égalité peut après se distribuer de conditions, de chances, etc., etc. Mais elle porte une promesse d'égalité. Et que le ressentiment, c'est au fond la déception face à la promesse non tenue. Bon, face à la promesse non tenue. C'est le ressentiment et le nom précisément disqualifiant qu'on donne à cette émotion qui est l'effet au fond d'une déception face à ce que normalement, face aux espoirs que charrie avec elle toute forme de démocratie. Alors, je suis évidemment pour valoriser ce type d'émotion parce qu'il me semble, comme d'ailleurs tu le disais tout à l'heure, comme l'indignation, parce qu'il me semble qu'il y a là quelque chose qui pourrait renouer avec l'idée que la démocratie est toujours un combat à mener, à pousser le plus loin possible, et que ces émotions-là manifestent cet attachement viscéral à ce combat. Wow. Waouh! Alors, vous voulez reconnaître ou valoriser le ressentiment après Nietzsche? Oui, bien sûr. Alors, je ne pense pas que je peux aller jusque-là, mais c'est une idée intéressante. Je ne pense pas que je peux aller jusque-là, parce que pour moi, le problème avec l'égalité, personne ne souhaite réellement l'égalité, je pense. Je pense que les démocrates, ceux qui ont réfléchi au problème de comment les gens peuvent gouverner ensemble et vivre ensemble, comprennent que c'est un engagement nécessaire. Mais l'égalité, c'est une chose très difficile à désirer. La liberté, c'est autre chose. Même les théoristes comme John Stuart Mill nous rappellent que tout le monde adore la liberté pour eux-mêmes, mais personne n'est si sûr qu'ils veulent que les autres aient la liberté. Ils aimeraient bien que les autres pensent comme eux, mais bon, laissons ça de côté. Je pense que la liberté, c'est plus facile à désirer.
L'égalité, c'est plus difficile. Je crois qu'une des choses que Rousseau nous a apprises, c'est qu'il faut apprendre que votre liberté et votre égalité dépendent du fait que les autres aient accès à cette liberté et égalité. Et il faut avoir des institutions qui les ont intégrées dans leur cœur. Et donc, lorsque je pense au ressentiment, je suis d'accord avec vous que très peu de personnes disent « oui, je ressens le ressentiment ». En fait, ils expriment seulement leur rancœur et leur ressentiment sans les nommer ou les identifier. Mais je pense que c'est un affect difficile à promouvoir pour des buts politiques. Mais c'est très important de l'étudier, le ressentiment. Alors, je vais parler d'un autre affect qui est produit par le fait de considérer les êtres humains comme des homo economicus. Ça, c'est difficile pour les interprètes, mais je pense qu'elles ont étudié le latin, donc elles se débrouillent. Donc, pour nous considérer comme l'homo economicus, pense que nous sommes réellement ce type de créature, que nous sommes ravis de choisir d'être rationnellement en train de s'auto-investir. Mais là, il y a l'hypothèse que Freud se trompe, que Nietzsche se trompe, et Rousseau se trompe, et tous les autres se trompent sur toutes les autres dimensions de l'être humain. Et je pense qu'on ne peut pas compter là-dessus. Et c'est pour cela que la dépression est si répandue dans la société contemporaine néolibérale et dans ces démocraties, soi-disant démocraties contemporaines. Donc, je pense qu'il faut plutôt parler de dépression. Et cela veut dire enlever les antidépresseurs pendant un petit moment. Et c'est une petite blague, mais je suis assez sérieuse quand même lorsque je dis cela. Je pense que l'étendue de cette prise d'antidépresseurs dans la société contemporaine est probablement très liée à cette constriction, cette réduction, cette compression de la gratification démocratique, cette constriction des êtres humains et cette réduction des êtres humains à des petits morceaux de capitaux humains et le fait qu'on est entièrement concerné, uniquement concerné par l'autopromotion économique et donc l'échec que la plupart des personnes ressentissent à cet égard et l'étroitesse de la vie et le manque de sens de la vie. Et donc, je pense qu'il faudrait s'occuper et vraiment se pencher sur ces problèmes de dépression dans notre société. Et le degré de répression requis par le néolibéralisme contemporain. Et si on le prend au sérieux, et si vous lisez même des théoriciens de gauche néolibéraux, ils ne parleront pas de la répression. C'est comme si le sujet néolibéral pouvait exister sans psyché, sans conscience, sans répression. Donc, enfin, vous êtes enfin libérés. Vous êtes libres des individus qui peuvent s'autosatisfaire. Et moi, je vous dis que nous sommes libérés comme des êtres pas du tout libres, contraints, limités et rendus plus étroits, ces individus qui ne doivent pas regarder la condition du monde et du public. On ne doit pas s'occuper des autres, on ne doit pas s'inquiéter pour les autres, on ne doit pas se soucier de l'état du monde et se soucier uniquement d'un ensemble très étroit de choses. Et pour ça, pour arriver à ce but, il faut beaucoup de répression. Et il me semble qu'il faudrait qu'on s'occupe de ces choses-là. Que nos deux invités, Florent Guénard autant que Wendy Brown, ont allègrement fait sauter le point d'exclamation du titre de cette séance, faire, refaire. On n'est pas dans une question, très clairement, les deux pensent qu'il faut faire et refaire tout le temps la démocratie, peut-être la faire une première fois, et peut-être même avec un point d'exclamation. Il y a quelque chose d'un petit peu mobilisant autour de cette question. Mais la difficulté alors pour nous, c'est de nous représenter les directions qu'il s'agit de prendre. Est-ce que le combat est un combat économique? Est-ce que c'est un combat institutionnel vers une meilleure reconnaissance des minorités, par exemple? Est-ce que c'est une réélaboration des règles de production, des représentations qu'on peut avoir de l'intérêt collectif à promouvoir politiquement, etc.
il y a sans doute des réponses que vous pourriez apporter. Il y a aussi sans doute des remarques que le public voudrait faire ou des questions même qu'il voudrait poser. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre la parole autour des questions qui vous ont traversé l'esprit, les remarques que vous auriez envie de faire au cours de cette séance. Monsieur, oui ? Donc appuyez sur le bouton, je crois que Mick, une petite lumière rouge s'allume, et vous pouvez parler. Et surtout, on peut vous entendre. Oui. On vous entend. Tout près de Nantes, en ce moment, question démocratique. Peut-être une minorité agissante qui définit un certain bien commun, un rapport au monde, et qui s'oppose à des décisions démocratiques, soi-disant démocratiques, prises dans des institutions démocratiques. Cette minorité parle d'autogestion, de bien commun. Excusez-moi, monsieur, juste une seconde, peut-être donner quelques éléments de précision pour Wendy Brown. Il s'agit de l'ouverture d'un aéroport qui a été décidé par le gouvernement et auquel s'opposent des minorités agissantes. Non seulement par le gouvernement, mais par des assemblées régionales aussi et départementales, donc tenues pour la plupart par le Parti socialiste. Très bien. Par la gauche, et avec quelquefois une alliance avec les écologistes aussi, avec les Verts. Donc, ma question par rapport à ce débat sur la démocratie, parce que là, je crois que nous sommes confrontés à une réalité démocratique de l'opposition d'une minorité agissante, très agissante en ce moment, et qui commence à créer du mouvement. Faut-il, au nom de la démocratie, contrer cette minorité, voire par la violence, ce qui a déjà été fait, puisque la police est intervenue de façon très musclée, soit par la manipulation, ce qui est cherché aussi par une décision, la mise en place d'une commission du dialogue, sans que le projet soit remis fondamentalement en question, soit par le chantage aussi à l'égard d'un certain nombre d'élus écologiques des Verts, à qui on dit il faudra bien vous décider un jour, rapidement, de choisir si vous appartenez à la majorité ou non. Donc, si vous continuez à soutenir ce mouvement, vous aurez à choisir. Voilà, donc, est-ce qu'on peut prendre cet exemple comme un analyseur de la démocratie par rapport à ce que vous avez dit, tout à fait passionnant, parce que là aussi, il y a un enjeu néolibéral. Parce que les tenants de l'aéroport défendent une logique tout à fait néolibérale. On a besoin de cet aéroport pour les enjeux mondiaux qui se posent au niveau de la compétitivité. Voilà. Alors donc, est-ce que vous pouvez réagir à cette situation, voilà, et puis dire quelle serait la bonne décision démocratique? Merci beaucoup pour cette épineuse question. Alors, je serais tenté de la transmettre directement à notre maître de conférence de l'Université de Nantes. Merci. Alors, oui, donc comme j'enseigne à l'Université de Nantes, je me dois d'avoir une opinion sur la question. Alors, ne me demandez pas, je ne vous répondrai pas s'il faut un aéroport ou pas. Hein. Ça, c'est une question qui, pour moi, pour l'instant, étant donné l'état de mon information et pour moi, en tout cas, indécidable. Donc, il me semble que la question que vous posez, d'ailleurs, n'est pas celle-là. La question est celle de savoir quel est, au fond, le degré de représentativité. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vais l'interpréter. Bon. Quel est le degré de représentativité de ce que vous avez appelé, justement, une minorité agissante qui a organisé justement cette résistance à l'aéroport et qui l'organise d'ailleurs depuis un certain temps, qui ne l'organise pas depuis, j'ai envie de dire, depuis le temps où on en parle, depuis les médias. Ça précède très largement la médiatisation de ce mouvement. C'est une vraie question, il me semble, c'est une vraie question qu'on peut poser. Est-ce que une minorité, parce qu'elle s'empare ou parce qu'elle ferait preuve justement d'une émotion démocratique dont on parlait tout à l'heure, ou d'une émotion, on va dire tout de suite, d'une émotion, est-ce qu'elle est pour autant légitime à le faire? Est-ce que cette émotion est démocratique, justement? Il me semble que ça reste un vrai problème sur lequel il faut arriver à avoir des solutions. Alors, vous nous en demandez des solutions, quelle serait la bonne décision démocratique?
moi, j'ai envie de vous dire de manière assez social-démocrate, un peu pépère, si j'ose dire. Il faut qu'on continue à se parler. Il faut réouvrir le dossier, comme on dit. Il faut à nouveau envisager la possibilité de surseoir à ce projet. Alors, vous allez me dire, cette réponse-là, qui était une réponse de bon sens, suppose tout un tas de conditions. Et je suis d'accord que ces conditions à mettre en œuvre, c'est pas si facile que ça. Ça suppose précisément que le pouvoir politique s'affranchisse, et c'est là où on rejoint d'ailleurs ce que Wendy disait sur la logique néolibérale, qu'il s'affranchisse justement des engagements qu'il a pu prendre auprès d'un certain nombre d'investisseurs, puisque tout ceci, effectivement, a une histoire. J'espère, je vous dis que ça, et puis après, je vais me taire parce qu'il faut quand même aussi que je rentre à Nantes un jour, donc je ne sais pas si... j'espère au fond que la mobilisation aura conduit à ce que l'État ou les pouvoirs publics s'affranchissent suffisamment de leurs engagements auprès du privé pour rouvrir justement, comme on dit, le dossier. Voilà. Merci beaucoup. Donc, autour de cette question, il y a la question de la représentation d'une minorité qui n'est pas seulement sans doute animée par une émotion, qui a aussi un projet, des arguments, des raisons. Et ça renvoie aussi à des dimensions qui contribuent à définir la démocratie dans une perspective tournée vers le conflit ou plutôt tournée vers le consensus. C'est des choses sur lesquelles vous avez également écrit. Effectivement, c'est une question extrêmement difficile à régler et je ne peux pas juger, certainement pas décider et certainement pas pour Nantes ni plus loin. Mais en règle générale, je crois que ça soulève deux questions essentielles. Est-ce que les socialistes peuvent être des néolibérales? Et je pense que Mitterrand nous aurait... on a vu que oui, c'était pas possible. Et donc, mis à part qui a voté ce projet, mais la question la plus importante, c'est que la démocratie est face à une question, et c'est la question de juridiction. Et c'est une question très sérieuse. Et moi, je ne pense pas qu'on peut parler de règne du démos sans se poser la question qui est ce démos. Ce n'est pas le démos mondial. Ce n'est pas le démos est toujours défini. Et aujourd'hui, cette définition n'est pas stable du tout. Cette définition est fragile et dans notre système des États-nations est fragilisée. Vous le savez très bien. En tant que membre de l'Europe, en tant qu'Européen, le « nous », c'est qui? Tous les jours, vous vous posez la question, qui est ce « nous » donc, ce n'est pas uniquement par rapport à un ordre supranational, mais au niveau local aussi. Et donc, la démocratie, dans ses liens avec la juridiction, sur ces questions-là, je crois que c'est aussi important comme question. Et ça n'a jamais été aussi important comme question. Quand les Grecs y en pensaient, eux, ils parlaient de police établie, des villes-États. Ils connaissaient les frontières d'Athènes. Ils savaient qui étaient les 10% de citoyens, qui étaient les 90% qui n'étaient pas citoyens, les femmes, les esclaves, etc. Donc, ils comprenaient bien, ils avaient un sens très défini de qui est nous, qui sont les citoyens. Et donc, quand on dit nous, le peuple, en américain, we the people, mais il y a toujours des personnes qui restent non qualifiées pour ce statut. Et il reste la question du local et les séparatistes. Le désir, et je ne peux pas non plus répondre à la question qu'est-ce qu'on fait. Simplement, je pense qu'il faut déjà le reconnaître. Et s'il y a une question, un événement, un incident d'importance locale, extraordinaire, et si les gens ont l'impression qu'il y a une décision qui est prise au-delà de nous, de cette communauté, il faut le regarder de près. C'est un moment démocratique essentiel.
ce n'est pas l'institution qui est en jeu, mais c'est un moment où la démocratie doit entrer en jeu. Et il y a un démos ici, qui disent non, mais bon, il faut faire attention aux réactionnaires, comme les NIMBYs, not in my backyard. J'imagine qu'en France, vous avez un peu un équivalent, pas chez moi, chez le voisin, ça va, mais pas chez moi. Mais donc, par exemple, des gens qui ne veulent pas qu'il y ait une maison pour anciens détenus dans leur quartier, des gens qui ne veulent pas un site de recyclage près de chez eux, même si tout le monde est en faveur du recyclage, mais ne le veut pas dans leur quartier. Donc, le démos, dans ces cas-là, dit qu'on ne veut pas ça chez nous. Eh bien, ce n'est pas forcément sur une voie progressiste. Et donc, on a connu ça. Bon, il y a eu des votes contre l'esclavage, le colonialisme. Donc, la démocratie ne garantit absolument pas des tendances progressistes, mais je pense qu'il faut le soutenir parce que les alternatives ne sont pas souhaitables. L'idée d'une majorité qui décide, donc, que les gens acceptent ce genre de gouvernement n'empêche pas le fascisme. Mais les alternatives qu'on ne souhaitait pas certains, gouvernés par des despotes ou par des aristocrates ou par une oligarchie ou par les multinationaux. Et pour moi, le seul espoir, c'est d'avoir une démocratie avec un peuple très éduqué. Pour moi, c'est intimement lié. Et puis, prier et espérer très fort que cela marche. Merci, Madame. Oui, je voulais simplement, pour répondre ou compléter l'intervention de monsieur, dire que nous sommes dans cette assemblée, en fait, moi, la salle où siège le Conseil régional Rhône-Alpes, pour lequel nous votons, et que nous avons aussi un problème de la même nature que l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, avec le fameux TGV Lyon-Turin. Sur quelle base la décision a été prise de construire une telle infrastructure à un tel coût. Et nous retrouvons les mêmes types d'acteurs, donc une assemblée régionale, un certain type de partis, comme également à un moment les écologistes, etc., de Vinci, l'État, etc. Sauf que là, on a ajouté que c'était beau, il y avait la réunion de 2 pays, France-Italie, et puis le fer, c'est quand même bien par rapport à l'autoroute et les aéroports, et puis c'est le fret. Donc on a trouvé un habillage. Tout simplement, c'est que quand on creuse le dossier, nous sommes face aux mêmes aberrations, au même type de questionnement. Et lundi, nous avons donc le sommet franco-italien avec notre président de la République, le Premier ministre italien, qui a été eu le prix de l'homme économique décerné par les Échos. Voilà, et donc pour lequel nous avons abordé la même chose. Et il y a aussi des opposants franco-italiens. Alors il y avait les Italiens, c'était des retardés dans leur vallée là-bas, mais les Français étaient quand même c'était positif pour cette opération. Et puis bon, petit à petit, plus on creuse, plus on fait apparaître les problèmes et surtout sur quelle base ce projet a été décidé. Et il y a eu des élections régionales où on n'a jamais abordé le pourquoi d'un tel dossier, avec un tel impact. Et donc, voilà, donc je voulais dire qu'il n'y avait pas, même si c'était très emblématique, donc on est vraiment confronté à une véritable question démocratique. Et merci. Quelque part, quand on creuse, on voit qu'il y a de réels problèmes. Merci beaucoup. Alors ça complète effectivement la question, ça apporte un autre exemple pour l'illustrer. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne plusieurs questions, parce que le temps file et on va devoir s'arrêter. Monsieur ? Bonjour, tout d'abord merci pour vos interventions, je trouve très intéressantes. Oui. Voilà, alors vous parlez beaucoup Bon, du coup vous faites une critique de la démocratie, y compris des démocraties occidentales qui se disent modernes. Moi j'aurais voulu connaître l'avis de nos 2 intervenants sur, de plus en plus on évoque notamment l'usage du tirage au sort dans les procédures démocratiques. Donc
l'usage d'une partie, par exemple pour l'élection d'une assemblée, d'une partie de l'assemblée élue au tirage au sort. Et je voulais connaître votre avis sur la question parce qu'il me semble qu'elle répond notamment aussi à vos interrogations, Wendy Brown, parce qu'il me semble que d'un côté, elle réaffirme certains principes démocratiques, notamment l'égalité des citoyens, et d'ailleurs d'une façon encore plus puissante, puisqu'elle reconnaît la possibilité aux citoyens de pouvoir d'avoir tous le pouvoir de participer à la prise de décision. Et il me semble aussi qu'elle court-circuite certains principes néolibéraux parce qu'elle réfute en fait une certaine idée de la compétition et d'un certain marché électoral, puisqu'elle elle réfute une certaine idée en fait même aristocratique de l'élection, où on ne choisit plus des personnes, on ne choisit plus les meilleurs, mais n'importe lequel des citoyens parce qu'on les juge tous égaux. Et enfin, juste un dernier point. En plus, vous avez parlé justement de sociétés très éduquées. Et je trouve que ça se relie parce qu'il me semble qu'une démocratie n'est véritablement démocratique qu'en mouvement. Et de fait, quand elle est démocratique quand elle cherche sans cesse à se perfectionner. Et de fait, il me semble que l'idée du tirage au sort implique aussi un effort encore plus grand d'éducation des citoyens, puisqu'on les rend encore plus tous responsables. Voilà, merci. Essayez de faire des questions un peu plus courtes. Monsieur Pierre. Oui. It's a question for Wendy. Donc, une question pour Wendy. C'est très sombre ce que vous nous avez décrit là, Wendy. Et à la lumière de ce que vous avez dit, le diagnostic, alors, si on regarde Occupy, alors, les indignés, etc., qui veulent refaire la démocratie, donc quelle est votre... Comment peut-on comprendre quelque chose comme Occupy et les indignados à Madrid, etc. Merci. Parce que c'est de refaire de la démocratie. L'avis des deux intervenants concernant la situation dans les pays arabes. On parle des printemps arabes, des dictateurs sont partis. Or, finalement, la situation, est-ce que tout change pour que rien ne change? Quand on voit, par exemple, en Égypte, où une partie du peuple dit « Morsi, c'est Moubarak ». Donc, qu'est-ce qu'il en est exactement de la démocratie dans ces pays et l'avenir de ces pays? Merci. Merci. On va faire une première série de réponses. Eh bien, je vais répondre à cette question de la démocratie sans éducation fait très peur. Ça n'a pas toujours été le cas, mais comme les puissances, le pouvoir est tellement complexe. Et si le peuple doit avoir un pouvoir, mais ce n'est pas que le pouvoir politique, mais au niveau social et culturel et économique, il faut un niveau de connaissance est nécessaire. Et donc, une démocratie, donc il peut y avoir une réaction de ressentiment avec rancœur. Et dans un état d'indignation qui ne va peut-être pas exprimer. Donc, si ceux qui doivent régner ou gouverner, si le peuple doit régner, doit gouverner, avoir ce démocratie, il faut une compréhension de ce pouvoir, comprendre ce que nous voulons gouverner. Et donc, pour cela, je trouve que c'est très dangereux et cela n'a pas toujours été le cas, mais c'est devenu le cas actuellement. Et sur la question de darkness et Occupy, sombre, donc tout ce que vous avez dit qui est sombre, dans mes différentes théories,
Le néolibéralisme n'est pas la seule source de... Bon, j'ai toujours été un peu sombre, peut-être un peu pessimiste dans ma manière de penser, mais le fonctionnement du néolibéralisme, c'est un peu comme les termites. Qui creuse jusqu'au fond et est à l'œuvre très longtemps avant, et puis on se réveille et la maison est sur le point de s'écrouler. Et c'est ce qui se passe actuellement dans nos universités, dans nos institutions culturelles, nos institutions politiques, à cause de cette logique, cette transformation néolibérale. Donc oui, je suis pessimiste. Alors, que dire de Occupy? Et pour moi, c'est l'émerveillement. Et je suis ravie de le voir. Jusqu'au moment où on pensait qu'il n'y avait plus du tout de discours, de dialogue, qu'il n'y avait personne qui allait s'ériger contre ce problème. Voici toutes ces personnes, et des jeunes essentiellement. Et ça me rassure. C'est que... Et parce qu'il est tellement facile pour nos jeunes de se dire qu'ils doivent se plier aux exigences du marché. Il faut trouver le stage, il faut trouver l'entreprise qui va les embaucher. Il faut avoir le diplôme, avoir les stages. Et à la place, on a vu les gens de Occupy qui se passent tout ce temps dans le froid, dehors, pour s'ériger contre ce monde géré par le marché. Donc ça, c'était spectaculaire et cela me donne de l'espoir. Mais bon, ce n'est qu'un épisode et donc la question reste, qu'est-ce qui va en sortir? Et donc, bon, j'avais mes termites, maintenant je passe à une autre métaphore, c'est-à-dire qu'est-ce qui va pouvoir vraiment rester, avoir un impact réel, qu'est-ce qui peut toucher plus de gens, qu'est-ce qui va appeler ce désir de démocratie, qu'est-ce qui va appeler cet affect au niveau local, régional, national ou supranational pour que tout le monde comprenne les limites, les dégâts causés par le néolibéralisme. Et Occupy, pour moi, c'est formidable. Il y a eu des erreurs. C'était impossible, bien sûr, même si les réunions étaient interminables. Pour moi, c'était extraordinaire. Il faut respecter ce qui s'est passé. Ce qui était impressionnant, c'était la mesure dans laquelle la manière dont il a pu réunir toutes ses forces, motiver et mobiliser des personnes et toucher des gens, on n'aurait jamais imaginé, c'est-à-dire des ouvriers, des jeunes professionnels ou pas si jeunes. Occupy a touché un vaste public. Bon, c'est passé, le moment est passé. Bon, il y a des restes, il y a quelques cellules qui restent, mais c'est ça qu'il nous faut, cette façon de s'organiser, de raisonner, ce dévouement qui nous parle du nihilisme, de ce désespoir qu'on voit et qui existe dans les pays développés. Et donc, oui, je suis sombre et pessimiste, mais je peux être tout à fait excitée, passionnée par de tels mouvements. Et il y a des possibilités ici et là, mais les termites, c'est difficile à éradiquer. Donc, tirage au sort, termites, obscurité et printemps arabe. Je vais essayer de faire deux réponses courtes. La première réponse aux deux interventions, le premier rang, si j'ose dire, qui, à mon sens, sont assez convergentes. Parce que je rappelle à la fois l'intervention sur le tirage au sort et sur le TGV et les décisions prises à l'intérieur de cette Assemblée, enfin, entre autres. Bon. Il me semble que l'idée que vous soulevez l'un et l'autre, c'est au fond un des dangers qui menace la démocratie et peut-être une des manières de dédémocratiser, comme le dit Wendy Brown, c'est de confisquer la définition de la démocratie.
C'est-à-dire de considérer qu'elle est établie une fois pour toutes, c'est-à-dire par le biais d'institutions représentatives qui elles-mêmes délibéreraient par représentation qui viendrait du vote, etc., et qui exclurait d'autres types de procédures. Donc il me semble que le danger, c'est de confisquer la définition de la démocratie, mais il me semble qu'à l'inverse, on ne doit pas non plus hypostasier ou donner trop de sens à une procédure qui viendrait nous sauver d'une certaine manière, qui viendrait revitaliser la démocratie. Il me semble que le tirage au sort est un moyen sans doute de complexifier la notion de démocratie, mais je doute que ça soit la seule solution qui nous permettrait enfin d'avoir une démocratie digne de ce nom. Voilà. Alors, je fais aussi quand même une réponse à la question sur les pays arabes, évidemment, sur le printemps arabe, parce que c'est une question qui m'intéresse particulièrement. Alors, je pense que c'est évidemment, alors là, le dire en très peu de mots relève vraiment d'un exploit, parce que là, la situation, comme vous l'avez dit vous-même, est extrêmement compliquée. Je pense que là aussi, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas prendre des catégories trop généralisantes et qui nous éloignent justement de la compréhension de ce qui se passe. Et j'ai envie de dire, la première catégorie qu'on utilise abondamment, d'ailleurs, dans les médias, c'est celle de printemps arabe. C'est-à-dire que c'est celle de printemps arabe. Je ne suis pas sûr que précisément ceux qui sont à l'intérieur, enfin les pays qui sont à l'intérieur de ce mouvement, envisagent leur transition vers la démocratie comme appartenant à un seul et même mouvement vers lequel, justement, tous, à leur manière, convergeraient. Donc c'est la première chose. Et la deuxième chose, me semble-t-il, c'est... Alors il y en aurait d'autres, sans doute, je vous l'ai dit, mais la deuxième chose, c'est sans doute aussi de faire la part des choses entre ce qui relève de la révolte, dont révolte qui a... très largement d'ailleurs, qui est très largement une révolte sociale et économique au départ quand même, c'est-à-dire que voilà, c'est une révolte contre la pauvreté, c'est une révolte aussi, c'est ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Égypte, et c'est aussi ce qu'on a tendance à l'oublier, c'est aussi ce qui s'est passé d'abord en Syrie, quand cette révolte, avant que cette révolte, j'ai envie de devienne une révolte armée. Donc distinguer justement ce qui relève de la révolte et ce qui relève ensuite, me semble-t-il, vers d'un mouvement vers la démocratie ou ce qui relève de la démocratisation. Voilà. Merci. Alors malheureusement, le temps qui nous était imparti est terminé. J'imagine qu'il y a encore beaucoup de questions qui auraient pu être posées. J'imagine aussi qu'on aura peut-être l'occasion de discuter dans les 30 minutes de pause qui doivent se dérouler maintenant, avant la prochaine séance. Aujourd'hui, à cet instant, c'était la liberté pour interroger nos sociétés. À 16h30, vous pourrez revenir ici et entendre des intervenants parler du soin comme nouvelle manière d'interroger nos sociétés. Merci à nos intervenants, merci à vous pour votre attention.